Déjà, vous remercier de votre accueil. C'est la deuxième fois que le consulat de France à San Francisco nous accueille, puisque j'étais là une semaine fameuse en 2012. C'était la semaine de l'ouragan Sandy. Donc, je suis arrivé sur la côte est en voyant New York avec des tables de courant sous la neige. Et puis, quelques jours après, j'étais ici et j'étais le soir de la réélection de Barack Obama à Palo Alto, dans un bistrot, avec des anciens élèves, des élèves en cours, donc peut-être certains sont là, je ne sais pas s'ils s'en souviennent. Et on a bu une bière en attendant les résultats de cette élection. Je me souviens que c'était l'Iowa qui décidait de l'élection d'Obama. On attendait que l'Iowa vote. Et en Californie, évidemment, Obama était assez favori. Donc c'était un souvenir tout à fait inoubliable. Et à l'époque, j'avais déjà, grâce à vous, pu rencontrer la communauté des centraliens. À l'époque, ce n'était pas encore Centrale Supélec. Et pour leur expliquer quels étaient les projets de l'école. Et je reviens cette année parce que les projets ont avancé. Et moi, je suis ravi, comme toujours, de vous dire où nous en sommes, parce que je reviens toujours sur ce leitmotiv, qui est qu'une école ne peut pas réussir sans sa communauté. Il est absolument essentiel que vous soyez associés au projet de l'école. C'est notre école. Et c'est à nous d'en faire quelque chose qui continue d'avoir un avenir brillant. C'est une école qui est maintenant 187 ans pour Centrale, et puis si je compte bien 122 pour Supélec. Et Centrale Supélec, maintenant, il faut construire un avenir pour une école qui a maintenant 1 an et demi. Et donc, voilà, il faut construire les 200 prochaines années, et nous en avons la responsabilité. Première chose, c'est merci d'être passé ce moment avec nous. Et puis, je suis ravi de voir que la moyenne d'âge est basse. Ça, c'est vraiment génial. Il y a quelques anciens, Gilbert est parmi nous, là. Voilà. Et tu fais partie des jeunes, voilà. Et ça, c'est un formidable encouragement pour nous, de voir que vous, diplômé de Centrale, diplômé de Supélec, et maintenant diplômé de Centrale Supélec, vous êtes là, et vous faites ce qui est pour moi la grande ambition pour notre école, c'est d'être présent là où l'avenir se fait, et évidemment une partie de l'avenir de l'humanité se fait ici, aux États-Unis, et en particulier en Californie. Merci déjà de partager ce moment avec nous. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, c'est de faire un point rapide des projets de Centrale Supélec. Il y en a un contre lequel on va mettre un petit peu plus l'accent. Je crois que Sylvie Mazurin va m'aider sur... Ouais, vous direz le moment où je vous repasse la main, parce que je ne sais pas exactement, je ne sais plus exactement vous qui à ce moment-là d'être transparent. Et ça commence bien, parce que ça, c'est Centrale Supélec, le campus principal. Je reviendrai de Centrale Supélec en 2010. Donc on va en parler, on va peut-être le démontrer tout à l'heure. Et donc, avant de vous raconter ça, ce qui sera notre campus principal en 2017, je pense qu'il faut vous expliquer un peu la stratégie. Pourquoi on en est? Alors déjà, moi, quelle est ma durée de vie dans le système? Moi, je suis centralien de la promotion 73, j'ai préparé une thèse à Centrale, et après mon service militaire, c'est une chose qu'on faisait à l'époque. J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie, et puis j'ai eu l'extraordinaire honneur de revenir en 95 à l'école comme prof. J'étais directeur de la recherche, et je suis directeur de Centrale depuis 2003. Et puis dans l'aventure, on s'est rendu compte que Centrale Supélec, ça avait du sens. Et en 2013, en même temps que directeur de Centrale, je suis devenu également directeur de Supélec, et avec pour mission de faire la fusion des deux écoles, qui est effective depuis le 1er janvier 2015. Donc notre école a très exactement 14 mois. Voilà. Et ce beau bébé, il va falloir qu'on le fasse croître et embellir. Et pour ça, d'où vient cette idée? Et pour ça, il faut partir sur une réalité. Et cette réalité, elle se résume très bien là-dessus. L'enseignement supérieur et la recherche sont un des grands métiers de l'humanité au XXIe siècle. Et la demande d'enseignement supérieur, le développement de l'enseignement supérieur, il faut toujours se souvenir qu'il est drivé par 4 grandes tendances. Le premier, c'est que dans des sociétés de l'innovation et de l'information, les États ont compris qu'il était essentiel d'avoir des ensembles universitaires puissants, de miser sur l'enseignement supérieur et la recherche. La France ne mise pas assez là-dessus, mais nous, on a compris ça. Le deuxième, et c'est évidemment le point le plus important, c'est l'incroyable croissance du nombre d'étudiants dans le monde. La demande d'enseignement supérieur dans le monde n'arrête pas de croître. J'ai un chiffre que j'ai beaucoup cité, si vous l'avez entendu, désolé de le rappeler, mais il est essentiel. Entre 2000 et 2015, le nombre d'étudiants dans le monde a doublé. Il y avait 100 millions d'étudiants en 2000, il y en a 200 millions en 2015. Et ça va continuer à un rythme en gros de 5 millions de plus par an. Donc la demande d'enseignement supérieur est énorme. Elle est très facile à comprendre. Elle est liée à l'émergence des classes moyennes dans les grands pays émergents. Voilà. Et quand une classe moyenne émerge, que veulent les gens? Ils veulent
être propriétaires de leur logement, et ils veulent payer les études à leurs enfants, parce que ce sont des pays dans lesquels il n'y a pas de retraite. Et pour que les parents vivent correctement au moment de leur retraite, il faut que leurs enfants aient une belle situation. Et ça génère une incroyable demande d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il est essentiellement en Asie, elle est également en Amérique latine, demain elle est en Afrique. Et souvenons-nous toujours de ça. Actuellement, l'Afrique, c'est 1 milliard d'habitants. En 2100, c'est 4 milliards, c'est très exactement d'après l'INED, entre 3,9 et 5,2 milliards d'habitants, l'Afrique, en 2100. Et en gros, on va dire 4 à 5 milliards de personnes qui ont besoin de tout, et en particulier d'éducation. Et anecdotiquement, mais ce n'est pas une anecdote, le troisième pays de la Terre, en nombre d'habitants, ce sera le Nigeria, qui en 2100 aura probablement 1 milliard d'habitants. Et le nombre de francophones au XXIe siècle va plus que tripler. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur d'être présent dans ce jeu-là. Et on voit bien, le troisième facteur important, c'est l'émergence de grands acteurs en Chine, en Inde, au Brésil et dans ces pays-là. Les meilleures universités chinoises, indiennes, brésiliennes, elles sont world class. Donc encore une fois, une évolution importante de notre métier. Et puis le dernier, c'est le développement de la société numérique. Ça marche plus, c'est pas grave. Le développement de la société numérique qui lui aussi génère une très très forte demande d'enseignement. Donc on est sur un marché incroyable, et l'analyse stratégique que moi j'avais faite en 2003, et puis Alain Bravo, qui était directeur de Supélec à partir de 2004, avait fait la même, était de dire, ben voilà, le problème n'est plus du tout franco-français, ça n'a plus aucun intérêt. Vu de Pékin, savoir si Polytechnique est meilleur central, tout le monde s'en fiche, c'est absolument pas le sujet. Et ce qu'il faut, si on est ambitieux, si on croit à l'éducation qu'on donne, eh ben, c'est se donner les moyens de transposer à l'échelle internationale ce qui a fait le succès de notre école, de nos écoles. Et donc l'ambition que j'avais en 2003, je pense qu'Alain Bravo avait la même, puisqu'on s'est retrouvé là-dessus en 2004, quand il est devenu directeur de Supélec, c'était de nous donner les moyens et de réussir à faire partie du jeu international face à cette demande incroyable. Alors la stratégie, j'ai surtout parlé de celle de Centrale parce que je la connais mieux, mais la stratégie de Supélec était à peu près la même. Elle tenait en 5 points. Comment réussir à faire ça? Elle partait d'un constat très simple, on n'était ni les plus gros, ni les plus riches, ni les plus forts. Voilà. Donc il fallait courir vite. La seule solution, c'était courir vite. Il fallait donc prendre des initiatives et écrire clairement que demain n'était pas dans la continuité d'hier. Donc là-dessus, il fallait prendre une stratégie un peu audacieuse. Et elle tenait en 5 points. Première chose, quelle est notre valeur? Quelle est notre valeur dans cette compétition? Première valeur, c'est notre modèle de formation. On en a beaucoup discuté là. Et en France, on forme les ingénieurs d'une façon qui est intéressante, voilà, qui est reconnue. Donc, premier axe stratégique, être leader sur notre modèle de formation. À Centrale, ça s'est fait sur le projet Ariane, qui est une première étape. On va maintenant écrire une deuxième étape, être leader de notre projet de formation. Deuxièmement, vous le savez ici en Californie, l'évaluation des institutions d'enseignement supérieur, elle se fait beaucoup sur la recherche. Et à l'époque, en recherche, on n'était pas visible. Donc deuxième axe stratégique, et Supélec a fait la même chose que Centrale, c'est développer à marche forcée notre visibilité en recherche. En gros, en disant on a multiplié notre performance par 4. Donc on n'est pas encore là où je voudrais qu'on soit, mais maintenant, en France, et surtout ensemble, Centrale Supélec, on pèse, et on est vraiment l'acteur reconnu en France dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Troisième facteur, c'était pour exister, il faut avoir une stratégie internationale ambitieuse. Et il y a eu l'opportunité, j'en parlerai tout à l'heure, de Centrale Pékin. Donc moi j'ai décidé fin 2003 qu'on ferait Centrale Pékin, encore une fois pour écrire que demain ne sera pas dans la continuité d'hier. Et c'est cette stratégie, j'en parlerai tout à l'heure, dans laquelle on a voulu être présent dans les pays où l'avenir se fait. Au fond, si on forme si bien les ingénieurs que ça en France, et bien la meilleure façon de le confirmer, c'est d'aller se confronter sur place au marché et de voir si les gens achètent ces ingénieurs-là et s'ils y croient. Et donc, plutôt que d'attirer des gens chez nous, on a continué de faire, l'idée c'était d'être présent là-bas et de voir comment ça se passait. Et puis deux autres axes stratégiques, mais là je passerai rapidement. Le quatrième, c'était trouver de l'argent, donc vendre ce que nous savions faire, plutôt que de demander la manne de l'État, vendre ce que nous savons faire, et nous l'avons beaucoup fait. Je veux remercier Sylvie et Nathalie dans ce boulot, ils le font très bien. Et donc, récupérer des ressources contre valeur. Moi, je suis quand même très fier de vous dire que la Centrale Supélec, cette année, dans le budget de Centrale Supélec, même si ça nous crée des difficultés, la subvention de l'État, c'est 42%. C'est-à-dire qu'on est capable déjà de trouver 58% de notre budget sur des ressources privées, et j'en suis très fier, même si c'est difficile tous les jours.
Et puis le dernier, qui est le plus rigolo, c'était de transformer des institutions du service public en institutions qui étaient capables d'aborder la concurrence, qui était un truc complètement nouveau dans l'enseignement supérieur en France. Ça, j'espère que c'était le plus compliqué, mais je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est beaucoup de travail. Voilà, donc voilà notre stratégie. Et dans cette stratégie, quand on la prend, très vite, et on va peut-être passer dans cette stratégie pour aborder la concurrence, très vite on arrivait à la conclusion que finalement, merci, ça va marcher mieux ça. Voilà. Très vite, on arrivait à la conclusion que ni Centrale de son côté, ni Supélec de son côté n'avait la maille internationale. Pour deux raisons. Premièrement, on était trop petit. 500 ingénieurs par an, c'est bien. Mais si on a un projet international ambitieux et qui n'est pas centré sur une zone géographique particulière, il faut avoir des flux d'études importants. Il faut avoir. Deuxième chose, c'est si on est un acteur important dans le domaine des sciences de l'ingénieur, il faut avoir la totalité du champ des sciences de l'ingénieur. En Centrale, on n'est pas très brillant en electrical engineering, en télécom, on était quasiment absent. Supélec, au contraire, c'était excellent dans les réseaux électriques, les télécoms, l'énergie électrique, etc., mais absent de la chimie, de la métallurgie, des matériaux modernes, absent de l'énergie qui n'était pas l'énergie électrique. Et très vite, on s'est rendu compte que les deux écoles avaient une incroyable complémentarité dans le domaine scientifique. Et dès 2004, on a compris avec Alain Bravo que notre avenir était lié. On a commencé à faire un partenariat, on l'a transformé en alliance stratégique en 2006. Et en 2008, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait aller au bout. Et que, là encore une fois, si on voulait être visible et reconnu internationalement, on avait tout intérêt à aller au fond des choses et à fusionner. Ce qui a fait qu'on n'a pas fait tout de suite, c'est le projet de Saclay dont je vais parler tout à l'heure. Donc, très clairement, Centrale Supélec, on l'a fait pour peser dans le contexte français, mais on l'a fait aussi pour peser à l'international et pour pouvoir être présent et avoir des flux extrêmement importants. Alors, Centrale Supélec, c'est fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'établissement a été créé le 1er janvier 2015, les instances sont en place, les structures sont en place, tout est regroupé. Il n'y a plus qu'une seule direction de la formation continue, une seule direction financière et comptable, une seule direction de la recherche. La seule chose qui n'est pas regroupée sont les cursus d'ingénieurs. Donc on délivre actuellement, Centrale Supélec continue de délivrer le diplôme d'ingénieur centralien et le diplôme d'ingénieur Supélec. Et donc le grand projet menant, c'est de concevoir le nouveau cursus de Centrale Supélec. Et en 2017, on va commencer à déployer ce nouveau cursus qui va être un cursus unique, Centrale Supélec, et qui sera complètement déployé en 2019, ce qui fait que les premiers ingénieurs Centrale Supélec seront diplômés en 2020. Donc d'ici à 2020, on va continuer, Centrale Supélec va continuer à diplômer des centraliens et des Supélec, et à partir de 2020, on diplômera des Centrales Supélec. Et ça, c'est toujours dans cette vision internationale. Et on y est extrêmement encouragé, d'une part, par nos communautés d'anciens, les deux associations d'anciens élèves sont en train de fusionner, les deux fondations vont fusionner, et puis par les entreprises, qui toutes nous disent, mais votre truc, ça fait sens. Et il y a un troisième facteur qui nous y encourage, c'est le projet de Saclay, dont je vais parler maintenant. Alors, le projet de Saclay, lui, il a une autre origine, c'est de dire, il faut poser être visible à l'international, donc, il faut être visible et reconnu en recherche. Et il y a eu une opportunité, en 2008, nous on commençait à parler de fusion avec Supélec, et en 2008, Nicolas Sarkozy lance le grand projet du cluster de Saclay. Et ça se passe, Supélec est déjà à Saclay, Centrale est à 15 km, et tout de suite on saute dans le bateau. On dit, ah oui, il y a l'école polytechnique. Oui, il y a l'école polytechnique, et alors? On n'a pas peur, on ne nous y range pas, on y va. On ne fait pas le même métier. Par conséquent, il n'y a pas de problème, on n'est pas concurrents. Et donc, on a tout intérêt à y aller. Pourquoi on y a intérêt à y aller? Pour deux raisons. La première, c'est que ça sera le premier cluster scientifique européen. C'est 15% de la recherche publique française. C'est énorme. C'est 10 écoles, enfin 11, mais un plus de 10, puisqu'on a fusionné avec 2 universités, et surtout les 7 grands centres de recherche français, le CNRS, le CEA, l'INRA, l'INRIA, etc. Donc ça a une puissance scientifique considérable, et c'est ça l'intérêt. Et donc en recherche, on va être dans un environnement et une offre d'enseignement et de recherche qui est exceptionnelle. Donc on avait tout intérêt à y être, et donc très vite on décide d'en être un acteur. Et deuxièmement, ensemble, on est le pôle en sciences de l'ingénieur. C'est nous qui sommes, et de très loin, les plus gros publiants en sciences de l'ingénieur,
C'est nous qui formons le maximum, le plus grand nombre d'ingénieurs de haut niveau. Et donc l'idée, c'était aussi, dans le cadre de ce cluster, de peser et d'en être un des acteurs majeurs. Et actuellement, je crois que l'objectif est atteint, puisque je suis un des cinq défendeurs de ce projet qui va être renouvelé en avril. Donc on fait partie vraiment des 5 acteurs qui comptent à Saclay. Il y a une dernière raison qui pousse également à aller dans le cluster de Saclay, c'est qu'au XXIe siècle, et vous le savez, puisque vous vivez en Californie, jamais la recherche appliquée n'a eu autant besoin de la recherche fondamentale, et jamais la recherche fondamentale n'a eu autant besoin de recherche appliquée. Et le fait d'avoir un environnement dans lequel il y a l'INRIA, il y a l'Université d'Orsay, enfin, la faculté des sciences d'Orsay, qui est quand même excellente sur le plan scientifique, on trouve des prix Nobel et des médailles Fields, vous qui vivez, vous le savez, c'est essentiel. Donc ça nous donne un environnement scientifique exceptionnel pour être visible et reconnu internationalement. Alors, le grand bonheur, je vais vous donner, c'est dès la première année, nous avons été classés par QS, ce qui était complètement inattendu. On a été classés par QS. Donc QS classe les meilleurs, pas écoles d'ingénieurs, pas les universités techniques, mais les 200 meilleures universités du monde. Et nous sommes dans les 200 meilleures universités du monde. Et il n'y a que 5 Français classés. Normal Sup, Polytechnique, Paris 6, nous et Normal Supérieur. Et moi je suis très fier de ça. Dès la première année, l'objectif de visibilité est atteint et maintenant il n'y a plus qu'à progresser et à continuer. Alors Saclay, c'est donc une formidable opportunité. Et si on croit à Saclay, pour être visible et reconnu internationalement, il faut continuer dans notre stratégie et aller au bout. Et une façon d'aller au bout, c'est de dire qu'il faut se regrouper pour en profiter complètement. Vous, le projet immobilier, dont je vais parler peut-être dans quelques instants. Donc, la stratégie, on va peut-être la passer. Non, on va peut-être passer à revenir en arrière. Voilà, la stratégie, c'est donc ça. C'est Centrale Supélec, leader au sein de Paris-Saclay, qui a l'ambition d'être top 20 au classement de Shanghai. Parce que séparément, ni Centrale, ni Supélec, ni même l'école polytechnique ne peuvent ambitionner. Si on ne le fait pas, on ne sera jamais à ce niveau-là dans le classement de Shanghai. Avec une vision internationale, avec nos campus donc de Pékin, des Rabat et de Casablanca, et demain probablement au Brésil, avec un accord fort avec l'ESSEC pour toute la partie business, parce que la décision qu'on a prise, c'est de se dire qu'on n'est pas assez gros pour développer notre propre compétence, notre propre recherche sur le business et l'économie, donc faisons une alliance forte, et notre partenaire c'est l'ESSEC, et en appuyant notre stratégie internationale sur le réseau des écoles centrales en France, qu'on a refondé l'année dernière, toujours avec cette vision internationale. Et moi, mon rêve, vous le connaissez, enfin certains le connaissent, c'est l'école globale. C'est l'école globale, c'est-à-dire un jour, malheureusement, probablement, je serai retraité, parce que j'ai quand même quelques années, mais un jour, moi je rêve que des centraliens rentrent à Pékin, passent un semestre au Brésil, finissent à Paris, etc., rentrent à Casablanca, passent par Paris, finissent. Je rêve de ça. Je rêve d'une école globale qui ne délivrerait qu'un seul diplôme, dans lequel les briques de compétences pourraient être faites sur ces différents campus, et puis une partie de l'ingénierie pédagogique, de l'ingénierie de formation, une partie de la recherche, serait plus centrée sur la France, mais viendrait de toutes ces localisations et qu'on devienne vraiment une école globale. Ça, c'est mon rêve. D'autres le porteront. J'espère que vous le porterez, puis surtout que vous le partagerez. Et voilà sur quoi. Alors, pour aller au bout, donc, il faut avoir un campus avec un outil de travail qui soit au niveau. Et donc, l'ambition, c'est donc de créer un nouveau campus.